Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de 10 minutes pour convaincre. Alors, vous le savez, on est à quelques encablures des fêtes de fin d'année et tout le monde se pose la question de savoir si on vivra des fêtes de fin d'année normales. Alors, pour le moment, le sentiment ambiant, c'est que ce ne sera pas le cas. Et en tout cas, il y a un secteur qui est absolument concerné par ces fêtes de fin d'année et qui semble aussi un petit peu condamné par rapport à ça, c'est le secteur de l'Horeca. Alors on en parle parce que tout simplement 10 minutes pour convaincre que c'est une émission économique et que le secteur Horeca, c'est 180 000 salariés directs et 60 000 indépendants. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici au studio Philippe Simonard. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Simonard, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, vous êtes fondateur du cabinet Concorde, un cabinet spécialisé dans l'industrie hôtelière et l'immobilier. Et vous êtes aussi, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, directeur juridique de la Fédération Horeca à Bruxelles. Alors, la tradition, c'est que vous avez 10 minutes pour nous convaincre, non pas du bien fondé de vos thèses, mais en tout cas, essayer d'expliquer un peu plus les enjeux économiques et sociaux du secteur de l'Horeca. Vous êtes prêt, Philippe ? Je suis totalement prêt. Alors, première question, elle est toute simple, c'est quand pensez-vous que l'Horeca, et en l'occurrence ici les restaurants, pourront ouvrir ? Alors, je vous pose la question pas de manière benoîte, si je puis dire, ou naïve, tout simplement parce qu'on a entendu ici récemment le ministre de la Mobilité, Georges Gilles, nous dire qu'il voyait mal les restos, à titre personnel, dit-il, ouvrir ici en fin d'année. Et puis, on le voit bien, la Belgique suit souvent ce que fait la France, en tout cas en matière sanitaire. Et là, mes confrères du Point parlent même du mois de février, avant une ouverture du secteur, enfin, de la restauration. Qu'en est-il pour la Belgique, d'après vous ? Oui, tout à fait. C'est une situation terrible pour l'Horeca. C'est des temps qui ne furent jamais rencontrés par la Fédération Horeca. Depuis 1939, en tout cas, on n'a rien dans notre track record. L'Horeca, ce n'est pas que la restauration, c'est également l'hôtellerie, les traiteurs, les cafés, les débitants de boissons, l'événementiel. Donc quand on parle d'Horeca, il faut d'abord un peu camper le terrain pour pouvoir répondre après la fermeture de l'Horeca jusque quand. La fermeture de l'Horeca jusque quand ? On attend la décision, bien entendu. Mais on voit quelques marqueurs quand même dans la presse, dans les médias. On sent bien qu'il y a des études qui sont mises en avant, peut-être un peu de trop. J'aurai certainement l'occasion d'en parler avec vous, pour indiquer que l'Horeca pourrait être un vecteur de coronavirus. On sent bien également que les fêtes de fin d'année, par les messages qui sont donnés, oui, que le Noël ne sera pas comme les autres. On devine bien que pour le 31 janvier, ce serait peut-être quelque chose qui serait annoncé le 31 décembre, à mon avis pas. C'est un drame pour l'Horeca, mais c'est aussi un drame s'il était ouvert dans de mauvaises conditions. J'entends par là que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir ouvrir un restaurant avec des normes de sécurité acceptables, suffisamment de personnel, suffisamment de clientèle, c'est aussi très compliqué à pouvoir ouvrir. Il faut pouvoir aussi rassurer le public. Et les messages qui sont véhiculés ne sont pas rassurants. Alors, clairement, on ne sait pas. Probablement que même au sein du gouvernement, on ne sait pas quand on pourra ouvrir. Alors, vous semblez dire que finalement, peut-être que pour l'Horeca, il vaut mieux une vraie ouverture qu'ouvrir avant les fêtes et puis refermer 3 semaines après ? Oui, parce que c'est terriblement difficile à gérer. C'est du personnel, c'est un secteur à haute densité de main-d'œuvre. Donc, il ne suffit de pas tourner la clé pour que le moteur fonctionne. Il y a du stock aussi à faire revivre, parce qu'on travaille avec du frais, notamment. Et puis, il y a aussi toute la question de la logistique pour les établissements hôteliers. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ouvre et on ferme les portes. Alors, ce dont a besoin, si je comprends bien, le secteur Horeca, c'est aussi une clarté, une visibilité pour pouvoir se préparer. Et j'imagine qu'une question qui sera importante, c'est qu'il n'est pas question de renforcer les conditions sanitaires actuelles, parce que alors là, le seuil de rentabilité ne sera jamais atteint. Oui. De nouveau, pour la partie restaurant, effectivement. Mais la Belgique, là-dedans, montre le bon exemple, soyons clairs. Les mesures sanitaires ont été très très bien respectées par les restaurateurs qui ont joué le jeu avec les autorités pour faire des guides sectoriels, des bonnes pratiques qui permettent aussi de gérer les distances. Vous avez vu les plexiglas arriver, la distance par table, le nombre maximum de personnes à table. Tout ça a été respecté de sorte que, au niveau sanitaire, l'Horeca peut être prêt à réouvrir. En même temps, il y a une étude qui a fait beaucoup de grabuge médiatique, si je puis dire, une étude américaine, je ne sais pas ce qu'elle vaut en tout cas, vous allez en parler d'ici quelques secondes, qui semble dire, ou accréditer en tout cas la thèse, que les restaurants seraient les premiers vecteurs de contamination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Non, mais de nouveau, qui on peut être pour dire oui ou non face à une étude scientifique? Ce qui m'interpelle, c'est plutôt l'utilisation qui est faite de cette étude pour mener à bien une campagne de sensibilisation et d'amener le fait que ben voilà, le secteur sera fermé encore pendant de longues semaines, voire mois. Et ça, je trouve pas ça acceptable. Pourquoi? Parce qu'il faut être sérieux par rapport à l'impact majeur d'une fermeture d'un secteur d'activité qui, en amont et en aval, a un impact colossal sur je dirais, le moral économique et l'économie pure. À partir du moment où vous décidez d'indiquer qu'il y a une étude qui, de manière claire, désigne l'ORECA comme étant un des vecteurs et propagateurs du virus, il faut pouvoir l'analyser. Ce que je constate à chaque reprise, c'est quoi? Premièrement, une étude, elle vient d'où? Des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une étude qui est effectuée en Europe ou à tout le moins en Belgique? Oui, mais un resto, c'est un resto. Eh bien non. Un restaurant n'est pas un restaurant. Pourquoi? Parce que chacun a ses habitudes, chacun a sa densité de restauration, chacun a... Vous savez, les États-Unis sont plus marqués par les fast-food et les self-service qu'ici en Europe. Donc ce n'est pas tout à fait comparable. Vous voulez dire qu'on compare des pommes et des poires, en fait. Surtout pour cette étude qui a été réalisée entre mars et mai 2020. Donc on est totalement dans autre chose. On était ante première vraiment vague aux États-Unis et qui s'est fait sur la base de la mobilité, donc avec des trackers dans les GSM. Donc c'est une étude à mettre des réserves. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Je dis simplement que le contexte dans lequel elle a été faite et les résultats qui sont donnés par rapport à deux données claires, qui sont la densité de la population qui se retrouve dans un lieu fermé et la durée dans laquelle on se retrouve, ça c'est des marqueurs qui ne se retrouvent pas en Belgique. Parce que comme vous venez de l'indiquer, en Belgique, on a de la distanciation sociale. On a des mesures sanitaires. Le plexiglas. Notamment, mais aussi la distance entre les tables, le 1,5 mètre. Ce qui n'était pas le cas nécessairement aux États-Unis dans cette étude. Exact. Et donc la densité n'était pas la même non plus. Alors on vous sent assez combatif, évidemment, forcément vous représentez la fédération. Pourtant, un certain nombre de restaurateurs ont décidé de s'unir, notamment dans la capitale, ici à Bruxelles, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, visiblement, de la défense faite par la fédération. Ils ont raison? Ils ont tort? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Je pense que c'est bien dans un État démocratique que des personnes puissent s'associer, puissent réagir et de ne pas avoir juste une ligne directrice. La défense d'un secteur est une chose qui est particulièrement complexe et on est dans une situation où le désespoir est là, clairement. Il y a des aides, il y a 500 millions qui ont été débloqués pour l'ORECA, il y en a d'autres qui viennent, des aides fédérales, des aides régionales. Et celui qui se retrouve dans son établissement qui est fermé et qui voit les loyers s'accumuler, on doit comprendre ce désespoir. C'est pas simple à mener. Et quand on est à la portée d'une fédération professionnelle qui négocie avec les différentes autorités locales, régionales, communautaires, fédérales, et qu'on négocie des aides, il y a une distance entre le temps de la décision et l'hémicycle gouvernemental et d'autre part la réaction de terrain. Moi, je suis ici en train de mourir et vous discutez. L'un et l'autre ne sont pas opposables. Il y a une concertation qui devrait pouvoir se faire. Moi, je ne critique pas ce qui est fait sur le côté, ni le fait que les gens ont envie de s'exprimer. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais alors, c'est quoi l'avenir d'un restaurateur aujourd'hui? Il met la clé sous le paillasson, vu ce qu'on a dit. Il joue la carte de la résilience, notamment en profitant du fait que le moratoire des faillites ira jusqu'au 31 janvier, et donc il pourra faire le gros dos, ou il en profite pour se réinventer, ce qu'on fait déjà un certain nombre d'entre eux. Oui, que dire lorsque on est exploitant HORECA, le seul but, c'est de réanimer un lieu qui se veut social. C'est pas un métier de rentabilité, c'est un métier de passion. Donc à partir du moment où vous devez fermer pendant de longs mois, ça a un impact par rapport au moral. Ça oblige aussi à se réinventer. Beaucoup ont fait du take-away, du traiteur, de la livraison à domicile. Il y a des choses qui se mettent en place. Il paraît que ça a permis de sauvegarder 10 000 emplois, c'est vrai? Oui, il paraît. À nouveau, les emplois ne sont pas forcément perdus pour le moment. On est en chômage force majeure, du chômage temporaire, mais avec une perte au niveau des revenus pour les personnes qui travaillent.
Et c'est important de pouvoir maintenir l'ORECA. Et ça aide, clairement, ça aide. Tous ces dérivatifs de takeaway, ça aide. Ça permet de survivre en cette période. On peut terminer ces 10 minutes pour convaincre sur la partie, si je puis dire, communication, image du secteur. C'est un secteur qui aujourd'hui a la sympathie évidemment de tous les citoyens. Ça n'a pas toujours été le cas. Je ne dis pas qu'on n'aimait pas les restaurateurs, mais on les associait, je dirais, à une certaine souplesse fiscale et des choses pareilles. Aujourd'hui, on est plutôt compatissant vis-à-vis d'eux. Ne serait-ce que ça serait déjà un changement? Alors, je pense que clairement, il y a une solidarité du public avec le secteur. On voit aussi le rôle fondamental que joue l'ORECA. Quand on se balade en ville, eh bien, on ne peut plus le faire sans l'ORECA sur toute une journée. Il y a des contraintes purement physiques, il y a des contraintes aussi purement d'émotion. Ça nous manque pour le moment. Je pense aussi qu'au niveau de la restauration, on a la possibilité de ranimer quelque chose. Et donc, en termes de réanimation, de restaurer, dans tous les sens du terme, la confiance, c'est ce qu'on souhaite faire au niveau de la fédération avec une communication positive. Et il y a quelque chose qui est prévu avec la RTBF? On est vraiment au bout de l'émission? On est dedans. On a fait avec RMB, la Fédération ORECA Wallonie et Bruxelles. RMB, c'est la régie publicitaire de la RTBF? Exact. Et vous faites quoi? Alors, IAM ORECA. On fait de la communication qui est favorable pour pouvoir dire respecter les règles rapidement pour qu'on puisse se réouvrir le plus vite. Merci Philippe pour toutes ces explications. Et donc sans plus attendre, on retrouve maintenant le portrait de la semaine, en l'occurrence de Little Guest Hotel Collection, fondé et dirigé par Jérôme Stefanski, un liégeois. Et donc c'est le premier label de collection d'hôtels haut de gamme destiné aux familles et aux enfants et qui vient de lever quelques millions d'euros.